Depuis 12 ans, avec des moyens restreints, mais votre soutien indéfectible, l'audience de TVL a littéralement explosé. Avec près d'1 million d'abonnés uniquement sur notre chaîne YouTube principale, notre force de frappe inquiète désormais le pouvoir. Nos analyses sans concession ni caricature dérangent. Lors de la crise sanitaire, nous n'avons eu de cesse de nous élever contre la coercition d'État. Depuis 2022, nous dénonçons cette escalade guerrière d'Emmanuel Macron et ses amis néocons sur le conflit en Ukraine qui pourrait nous conduire jusqu'à un affrontement direct avec la Russie. TVL propose une voie unique, une voie indépendante et sans allégeance. Ce refus des caricatures, des facilités ou des outrances nous place de fait dans la ligne de mire du pouvoir. Ils ont peur de notre montée en puissance. Alors, après les opérations de censure, après les bannissements des plateformes, eh bien, le pouvoir politique a maintenant décidé de fermer nos comptes bancaires. Mais alors, je peux vous le dire, cette nouvelle opération de déstabilisation politique n'aura pas plus de succès que les précédentes. À TVL, on a le cuir épais. On ne se laissera pas abattre. Nous avons déjà accompli les démarches nécessaires et trouvé une solution. Et dès à présent, vous pouvez refaire un don à TVL de façon sûre et sécurisée. Mais évidemment, ces nuisances ont un coût. Celui du temps qu'elles mobilisent, des efforts qu'elles concentrent, des attentions qu'elles redirigent. Et entre nous, je pense que c'est leur but. Ils veulent nous écarter de notre mission première, celle qui les effraie tant, vous informer librement. Alors, c'est à vous de continuer de soutenir TVL, votre média indépendant qui sait piquer au vif le pouvoir. Aidez-nous et donnez-nous les moyens de poursuivre l'aventure et l'accélérer. Je compte sur vous. Bonjour à tous et bienvenue dans Immédiat, l'émission qui vous dit ce que les autres ne vous disent pas, ne vous expliquent pas. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Alors Jean-Yves, on a un gros programme qui nous attend et qui, vous allez voir, on va tricoter tout autour de ce programme sur un peu la même thématique tout du long de cette émission. On commencera par le passage d'Emmanuel Macron à la télévision, un bavardage présidentiel historiquement peu suivi par les téléspectateurs, et puis on reviendra ensuite sur toute une série de faits divers qui, vous verrez, ont un point commun, l'ensauvagement et l'insécurité qui augmente dans notre société. On n'oubliera pas, bien sûr, le portrait piquant. Et puis, ce que je vous demande de ne pas oublier, c'est de cliquer sur le pouce en l'air. Le pouce en l'air. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Ça se passe juste en dessous. Vous pouvez nous notifier vos demandes, mais également ce que vous appréciez ou n'appréciez pas dans l'immédiat. Si vous êtes prêts, eh bien, on va pouvoir commencer maintenant. Emmanuel Macron a déclaré ceci. Certains préfèrent pendant ce temps-là brainwasher sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Alors, pardonnez-moi pour cet anglicisme que l'on va réutiliser tout au long de cette émission, chers téléspectateurs, c'est un mot de notre président. Voilà, donc on ne peut pas faire autrement. Brainwasher, c'est lavage de cerveau. Exactement, c'est-à-dire, très important de le c'est souligner. celui qui dit qu'il l'est. C'est voilà. celui qui brainwash, qui accuse les autres de brainwasher. De brainwasher, tout à fait. Laver le cerveau. Laver le cerveau. Et vous allez voir que cette expression, il l'a reprise un peu plus tard, puisqu'Emmanuel Macron est passé à la télévision. Encore une fois, il était interrogé sur France 2 pour évoquer le sommet des océans et faire un point sur l'actualité. L'actualité, on le sait, qui a été bouleversée par de nombreux faits divers, je vous le disais en introduction. Et pendant ce temps-là, puisqu'une surveillante, malheureusement, on reviendra là-dessus juste après, mais une surveillante a été tuée à Nogent par un élève de 14 ans. Pendant ce temps-là, François Bayrou, lui, était invité au JT de TF1 au même moment. Tant et si bien
que Paris Match titre sur la concurrence entre le président et le Premier ministre, et il titre de la façon suivante: François Bayrou, plus fort qu'Emmanuel Macron. Plus fort, pourquoi? Parce que Bayrou revenait sur l'actualité récente, donc cette surveillante qui a été tuée, et François Bayrou a réuni 4,8 millions de téléspectateurs. Un score globalement moyen de la chaîne TF1. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, qui était sur un grand plateau spécial, interrogé par Léa Salamé et Hugo Clément, avec quelques stars en plus qui étaient là pour intervenir, comme Paul Watson, par exemple, vous savez, cet homme qui protège les baleines et qui a fait de la prison pour cela d'ailleurs, qui en est sorti très récemment. Eh bien, Emmanuel Macron, lui, n'a réuni que 1,57 million de téléspectateurs entre 20h et 22h50. Hein, vous savez, Emmanuel Macron aime parler longtemps et longuement. Eh bien, Huffington Post titre « Une audience calamiteuse ». Et il spécifie même, et ça, la vérité fait très mal, que sur France 3, Stéphane Bern et Koh Lanta ont fait un meilleur score que notre président. C'est une chute dramatique. Je rappelle quelques chiffres. Le 13 mai, la dernière allocution, 5 millions de téléspectateurs pour une émission spéciale sur TF1. Et le 5 mars, c'était le point sur la situation internationale, vous vous en souvenez, donc la guerre en Ukraine, etc. L'allocution avait été suivie par 15 millions de téléspectateurs sur toutes les chaînes confondues. Donc on chute. C'est quoi? C'est le fond, après le fond des océans, on le touche déjà. Je crois d'abord que l'opinion, c'est les abysses. Voilà, c'est les abysses. L'opinion se rend compte que c'est, comme vous l'avez dit, du bavardage, complètement déconnecté de la réalité. Et en l'occurrence, l'affaire des océans, ça n'est pas un événement. C'est une opération médiatique. Il y a toute une série de sommets, de ceci, de cela. Il y a la COP sur le climat, il y a le sommet des océans. C'est des événements fabriqués. Voilà. Et donc, c'est déconnecté de la réalité. Soit dit en passant, quand on veut descendre les océans, comme le prétend M. Macron, et qu'on s'apprête à installer des millions de mètres cubes de béton pour planter des éoliennes, il y aurait de quoi dire sur le fond. Mais indépendamment de cela, ce n'est pas l'actualité, c'est un événement qu'on fabrique, qu'on met en avant, c'est une action de communication, et les gens commencent à se rendre compte que la communication n'est pas connectée avec le réel. Alors je vous le disais, c'était un plateau spécial de France 2, il avait lieu sur la promenade des Anglais à Nice. Tout un symbole, pourrait-on dire, parce que vous vous rappelez, bien sûr, chers téléspectateurs, que la promenade des Anglais avait été durement frappée, et c'est le cas de le dire, par un camion fou, vous vous souvenez, qui avait écrasé et fait énormément de victimes à l'époque. Donc un plateau spécial installé pour le président suite à ce sommet sur les océans, avec, comme je le disais, Paul Watson, le militant écologiste, mais également Thomas Pesquet, l'astronaute. Il y a eu des questions qui n'ont pas forcément plu à notre président, qui faisait donc la communication sur l'écologie et la France. Il y a eu des questions sur un ancien ministre d'Emmanuel Macron, sur M. Castaner, qui est actuellement chargé de s'occuper de Shein, le groupe qui produit de la fast fashion, donc. Et Emmanuel Macron avait répondu à la question d'Hugo Clément que c'était une question un peu nulle. Sur l'actualité qui va nous intéresser plus profondément, eh bien Emmanuel Macron a repris ce terme de brainwashing qu'il employait un jour auparavant, juste avant ce fait divers terrible qui a touché cette surveillante qui a été tuée par un adolescent de 14 ans à Nogent. Je vous propose qu'on l'écoute réagir à ce propos. Il est interrogé par Léa Salamé, donc sur ce fameux plateau sur France 2. On ne peut pas vivre dans une société où on passe d'un fait divers à l'autre. Qui brainwash ? Certains de vos collègues, il faut bien le dire, et certains des mouvements politiques qui considèrent que c'est bon pour eux d'être tout le temps là-dedans, et qui disent au fond, vous faites jamais rien. Et donc ils finissent par rendre les gens fous, parce que les gens ont le sentiment de vivre dans un monde d'un fait divers à l'autre. Et en effet, on passe des punaises de lit le matin à un drame qui s'est passé la journée. Donc c'est la faute des journalistes, c'est la faute des chaînes d'infos. Je dis tous qu'on devrait avoir une forme de discipline collective
qui est évidemment de commenter l'actualité, mais aussi de parler, comme on le fait ce soir, des sujets de fond. À chaque minute de la vie de la nation, il y a un drame. Allez, simplement, il y a 20 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les chaînes permanentes, il n'y avait pas une forme justement de mouvement permanent. Alors, il y a 20 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'est vrai. Mais il y a 20 ans, il rentrait 2 fois moins d'étrangers en France que maintenant. Et il y a 20 ans, il y avait 2 fois moins d'agressions contre les personnes que maintenant. Donc ça, ce sont des faits. C'est pas seulement leur mise en scène par les médias ou par les réseaux sociaux. Et évidemment, il porte une responsabilité dans la situation, puisqu'il est au pouvoir depuis 8 ans, et que dans les années précédentes, il était aussi au pouvoir auprès de M. Hollande. Oui, c'est une responsabilité qu'il réfute, d'ailleurs, c'est ce qu'il explique à Léa Salamé. Est-ce que ça ne vous rappelle pas un propos, Jean-Yves, ça ne vous rappelle pas le propos de M. Valls qui disait qu'il va falloir s'habituer à vivre avec le terrorisme? Voilà, finalement, Emmanuel Macron nous dit la société est violente. Voilà, il faut s'habituer à vivre avec les violences quotidiennes, y compris dans les écoles, il faut s'habituer à vivre avec le terrorisme. Il faudrait ne pas la commenter, cette actualité-là. Voilà. Bon, et ben heureusement qu'il y a encore des journalistes sérieux et d'ailleurs Léa Salamé ne lâche pas sur le sujet, on peut le lui reconnaître. Place maintenant, vous allez voir, à toute la série de pastilles, de faits divers. Revenons donc plus précisément sur le cas de cette surveillante Mélanie qui a été tuée à Nogent au lycée Françoise Dolto par un adolescent de 14 ans, Quentin, de son prénom pour l'instant puisque l'on n'a que le prénom, c'est un mineur, hein, on ne peut pas avoir le nom de famille. Voilà les premières annonces gouvernementales, Jean-Yves peut-être pour commencer. Elisabeth Borne annonce 1 minute de silence dans tous les établissements scolaires, jeudi midi en hommage à Mélanie. Le Premier ministre, M. Bayrou, déclare travailler sur l'expérimentation de portiques de détection d'armes à l'entrée des établissements scolaires, mais aussi Matignon a annoncé l'interdiction de la vente de couteaux aux mineurs dans les 15 jours. Et puis, bien sûr, on a cette déclaration aussi d'Emmanuel Macron sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans en France. Si l'Union européenne ne le fait pas. Jean-Yves, qu'est-ce que ça vous évoque, toutes ces réactions plus que ces actions? C'est à mi-chemin entre la communication, où on parle parce qu'il faut bien parler, et tout de même l'idée de sécuriser l'enfer et de déplacer le problème. Le problème, il est aussi dans l'éducation nationale. C'est pas tout à fait un hasard, le collège s'appelle Françoise Dolto. Donc c'est un hommage à une pédagogue libertaire, on peut dire. Et les problèmes de l'éducation nationale, on les nie, on les déplace. Il y a eu un ouvrage d'ailleurs d'une enseignante, Wesh Madame, où on explique l'éducation nationale. On met tous les problèmes sous le tapis, c'est le pas de vaguisme. Et donc on a laissé se détruire en fait depuis pratiquement 60 ans l'autorité et on ne sait plus traiter. Il y a toujours eu des enfants un peu brutaux, un peu violents, ou des adolescents un peu brutaux, un peu violents, mais il y avait des systèmes, soit des pensions un peu sévères, qu'on a dénoncées d'ailleurs. Il y a encore 15 jours, on dénonçait les pensions un peu sévères. Il y avait même, dans des temps plus anciens, des maisons de correction, c'est-à-dire des endroits où on reprenait un peu durement les enfants violents. Il n'y a plus tout ça. Et donc, ils se répandent dans les collèges, dans les lycées. On ne les exclut guère. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir que ce garçon qui avait quand même été exclu 2 fois à la suite de violences, on nous a dit aussi bien le maire que le ministre qu'il était sans histoire. Non, il avait quand même quelques petites histoires. Et donc, on nie le problème et en même temps, on utilise le chaos pour faire avancer les projets liberticides. Parce que mettre des portiques à l'entrée des lycées et des collèges, c'est liberticide et ça ne réglera aucun problème. Ça le déplacera en amont du portique. Ça ne réglera pas le problème. Et l'histoire des réseaux sociaux, on est allé jusqu'à dire on va interdire la vente de couteaux sur les réseaux sociaux. C'est une blague, d'autant plus que le garçon avait trouvé le couteau dans la cuisine de ses parents. Je pense qu'il va falloir interdire l'entrée des cuisines aussi. Oui.
Justement, effectivement, donc cet adolescent utilisait très peu les réseaux sociaux et puis a trouvé donc ce couteau de cuisine récupéré chez lui qui a servi d'arme pour commettre son méfait, pour poignarder cette surveillante. Il y a une question quand même que les journalistes commencent à se poser, Jean-Yves, et ce n'est pas inintéressant comme question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes ultra-violents? Et je vous propose, chers téléspectateurs, d'écouter cette question qu'Apolline de Malherbe pose à Madame Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. On en fait quoi? On fait des classes chez eux. On fait ce que j'avais proposé il y a des années. On fait des classes de réinsertion scolaire pour des enfants extrêmement violents. Ces enfants extrêmement violents on ne les mélange plus avec les autres enfants. N'ont pas leur place dans des classes normales. Alors c'est un peu ce que vous disiez, Jean-Yves, mais quand on pense que gouverner, c'est prévoir, on se dit qu'on a quand même affaire à de sacrés impuissants ou alors à des grands naïfs. À des communicants. À des communicants qui surfent sur les problèmes sans jamais les régler. Il faut dire que quiconque réglerait ou tenterait de régler les problèmes aujourd'hui se heurterait quand même à une puissante hostilité du système médiatique et du système judiciaire. Savez-vous qu'en 1989, une enseignante avait giflé un élève qui avait mis le feu aux vêtements d'un de ses camarades, eh bien, elle avait été révoquée sans droit à pension et le Conseil d'État a validé, s'appelait Madame Marie-Madeleine Rivière, le Conseil d'État, le commissaire du gouvernement s'appelait Madame Larocque, grande famille de gauche, avait validé la révocation sans pension. Il est évident qu'à partir du moment où on fait cela, ça remonte à 30 ans, il ne faut pas s'étonner que les enseignants soient complètement désarmés. Autre drame à Dax, cette fois-ci. Revenons sur le cas de Benoît, un jeune homme de 17 ans qui allait fêter ses 18 ans d'ailleurs, qui a été tué en marge de la victoire du PSG. Son père s'est exprimé. Je vous propose qu'on l'écoute parce que vous allez voir, ce sont des mots d'abord pleins d'émotions et très forts. Je dis ce que je pense de toute façon. Je l'ai toujours fait comme ça dans ma vie. Et j'assume. Le tuer et l'enterrer dans un champ comme un animal sauvage. Car il ne vaut rien ce type-là. C'est un lâche. Comme je disais à Benoît, quand on échange, indifférent, on le fait avec les mains nues, comme un homme. C'est ça les hommes courageux. Et Benoît était courageux. Les types qui se battent avec un couteau, une arme à feu, une arme blanche, pour moi sont des lâches, ils ne valent rien. C'est des moins que rien, ils ne devraient même pas naître. On devrait stériliser leur mère à ces gens-là. Et s'ils vivent en vie, on devrait les tuer sur le champ. Pourtant, je n'appelle pas la haine du tout. Ce n'est pas du tout mon état d'esprit. Au contraire. J'espère juste de croiser ses complices, ou de le meurtrier. Parce que j'ai leur tête, j'ai leurs photos. Si j'ai le malheur de les croiser, croyez-moi, je vais leur faire la misère. La misère, je vais leur faire. Donc en France, on accueille les réfugiés, ils sont hébergés, nourris, et après ils tuent nos enfants. Voilà. Donc c'est la France d'aujourd'hui. J'espère qu'elle changera un jour. Parce que ça ne peut plus durer, ça. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Aujourd'hui, il allait avoir 18 ans et se réjouissait de fêter ses 18 ans aujourd'hui avec ses copains. Il a fallu qu'une racaille de merde vienne lui enlever la vie. On voit un basculement dans l'attitude des proches. Pendant très longtemps, les proches qui étaient victimes de ce type d'événement, de ce type de meurtre, reprenaient les éléments de langage que leur donnait le préfet. Vous n'aurez pas ma haine, on comprend, c'est malheureux, voilà. Aujourd'hui, les proches, ils disent plus cela. On l'a vu avec la femme du chauffeur de bus qui a été massacré par des racailles. On l'a vu avec l'affaire de Crépol. On l'a vu avec Elias. On le voit avec ce père qui parle sincèrement avec son cœur, pas avec les éléments de langage que lui a donné le préfet ou l'avocat que le préfet ou le procureur lui a conseillé.
Et ça, c'est un vrai changement. C'est une vraie bascule, effectivement, qui est en train de se faire. Ça pose toujours la même question, finalement. Qu'est-ce qu'on va faire de ces auteurs-là ? Eh bien, figurez-vous que Sud-Ouest, un média qui a repris cette intervention du père, a répondu à la question. Qu'est-ce qu'on fait aussi de la réaction de ses parents ? Eh bien, on cache la partie sur l'immigration du discours du père. Sud-Ouest a repris donc la vidéo. On a une vidéo de 1 minute 28 qui, tout à coup, sur Sud-Ouest, fait 1 minute 15, qui est tronquée. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça, Jean-Yves ? Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça ? C'est que la presse régionale, qui est subventionnée, massivement subventionnée par l'État, par les collectivités territoriales, est un puissant moyen de contrôle de l'opinion, de contrôle de l'information par la censure. La PQR, la presse quotidienne régionale, c'est quelque chose d'extrêmement néfaste, nocif, nuisible. Et heureusement qu'on est là pour vous souligner ce genre de faits et pour que vous puissiez vous faire votre propre avis, chers téléspectateurs. D'ailleurs, à propos des violences en marge de la victoire du PSG, figurez-vous que ce n'est pas fini. On en apprend encore des vertes et des pas mûres, et notamment par le biais d'Amaury Bucco, journaliste justice-police de Valeurs Actuelles, qui, sur CNews, a évoqué des faits absolument glaçants, vraiment terrifiants, qui se sont passés pendant les débordements, mais le mot est trop faible. Il y a eu des intrusions dans les immeubles, notamment dans le 16e arrondissement de Paris, de la part des émeutiers, en marge donc de ce chaos post-victoire du PSG. Les émeutiers sont rentrés dans les immeubles, ont cassé les portes cochères, ont cassé parfois même la deuxième porte et ont failli aller casser dans les habitations pour aller voler, détruire et terroriser. Et il y a des gardiens d'immeubles qui se sont réfugiés dans les caves, qui ont appelé la police, qui ne pouvaient pas venir parce qu'ils étaient occupés à gérer le bordel ambiant, parce qu'il n'y a pas d'autres mots pour parler de ça. Et des jeunes femmes qui étaient terrifiées dans leurs appartements, qui témoignent et qui n'ont rien pu faire aussi, qui n'ont pas dormi la nuit. Enfin, je ne sais pas si on imagine un peu l'impact mental que ça peut avoir de se faire envahir dans son propre habitat. Et on vient de le découvrir. Alors, c'est intéressant de mettre en perspective. En 2005, il y a les premières émeutes immigrées importantes. Elles sont cantonnées, peut-on dire, dans les quartiers des grandes villes. C'est les suite quartiers à la de mort l'immigration de Zaïd des grandes villes, à la suite de la mort de Zaïd Ebouna, effectivement. De l'exploitation de la mort de Zaïd Ebouna. En 2023, à la suite de l'exploitation de la mort de Naël, ça se répand sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'il y a les quartiers des grandes villes, mais aussi les quartiers des petites villes. Et sur tout le territoire. Et puis, avec l'affaire du PSG, ça sort des quartiers d'origine et ça visite les quartiers centraux des villes, les quartiers bourgeois des villes. Le 16e a été percuté. Et d'un seul coup, voilà des gens qui vont découvrir que l'immigré, c'est pas seulement le gars qui va vous livrer le Uber Eats, mais que ça peut être aussi une racaille hors de contrôle. Et que les portes ne suffisent pas à les freiner. Et que les portes, et que les codes, et que les portes ne sont plus suffisantes. Ni les digicodes, ne freineront en cas de chaos. Revenons maintenant un petit peu, si vous le voulez bien, sur le meurtre d'Elias. Sa maman est passée dans les médias, et notamment sur BFM TV. Jean-Yves, sa maman, c'est Stéphanie. Elle critique notamment, un article de BFM TV, l'inconséquence et l'inadaptation, par exemple, de la maire du 14e arrondissement, Karine Petit, une maire écologiste, mais elle a dit bien d'autres choses. Jean-Yves, déjà un premier commentaire avant d'écouter quelques extraits. Alors, un premier commentaire, là aussi, c'est l'expression, on va dire, libre ou libérée des parents qui sortent du discours convenu. Et cette femme parle de manière extrêmement posée, mais elle sort du discours convenu. Elle est, chez Apolline de Malherbe,
sur BFM TV. C'est assez intéressant, parce que ça veut dire que BFM TV est amené à aussi parler des vrais sujets, parce qu'il y a la concurrence de CNews, et que probablement cette femme a choisi ou accepté d'aller sur BFM TV, parce que ça élargit l'audience vers un milieu un peu différent, un peu moins engagé peut-être que les spectateurs de CNews. Donc c'est très intéressant du point de vue médiatique, parce qu'on voit une mère qui n'aurait pas pu s'exprimer nulle part il y a 10 ans, qui aurait pu s'exprimer il y a 5 ans sur les médias alternatifs, il y a 3 ans sur CNews, aujourd'hui peut le faire sur BFM TV. On voit qu'il y a une certaine libération de la parole. Alors je vous propose d'écouter un premier extrait de cette maman d'Elias, de Stéphanie, donc, qui parle d'ensauvagement de la société. On aimerait que les politiques se réveillent et agissent devant... On est obligé de le constater, ce n'est pas un gros mot, ça va être récupéré ce que je vais dire, mais c'est un ensauvagement, c'est une réalité. Vous êtes très inquiète de cette récupération, comme vous dites. Vous êtes très inquiète de ça. Vous ne voulez pas que votre témoignage, vous voulez que votre témoignage soit factuel. Vous voulez que vous voulez qu'on vous, voilà, qu'on vous entende, vous, la mère d'Elias, la mère d'un enfant de 14 ans qui joue au foot. Oui. Il y a une tentative de recadrement par Apolline de Malherbe. Recadrement, maîtrise, c'est ce qu'on appelle la maîtrise de l'antenne. Oui, voilà, les choses sont dites. Il y a d'ailleurs un extrait où il critique très vertement Madame Borne. Mais je voudrais qu'on s'attache également à un autre propos qu'elle a tenu. Cette femme estime qu'elle a le devoir de parler aujourd'hui suite à la mort de son fils, qui, on le rappelle, a été tué d'un coup de machette. Les médias avaient prétendu qu'il s'agissait d'un couteau dans un premier temps. Il s'agit bien d'une machette. Les médias l'AFP, notamment. l'agence française de propagande. Tout à fait. Cette maman, elle a dit ceci. Je parle donc pour protéger les vivants, pour réveiller les consciences. Nos jeunes ne peuvent pas mourir tués par des barbares armés de machettes. Et alors, bien sûr, Jean-Yves, vous avez une réaction. Réveiller les consciences assoupies, ça a été le message de Dominique Vénère en 2013. Réveiller les consciences assoupies, c'est vraiment un sujet essentiel. Et c'est un devoir pour tous aujourd'hui. Le week-end dernier, c'était le pèlerinage de Chartres. Vous en avez forcément entendu parler. 19 000 personnes qui ont marché donc de Paris à Chartres, voire même parfois dans l'autre sens. Un pèlerinage qui s'est extrêmement bien passé, qui est très dynamique et qui gagne en popularité chaque année, il faut le souligner. Et on apprend ceci. C'est une véritable illustration de la narcotyrannie, Jean-Yves, un terme que vous affectionnez particulièrement. De retour de Chartres, un jeune pèlerin verbalisé à Montparnasse pour avoir chanté dans la gare. Il a été verbalisé par des agents de la sûreté ferroviaire pour avoir chanté en latin « Jubilate Deo » en pleine gare, comme 7000 autres jeunes, tous revenant du pèlerinage de Chartres. Vous avez bien sûr un commentaire à faire, mais juste avant, on avait TF1 qui parlait de ce pèlerinage de Chartres en tentant de le décrédibiliser, en disant que la messe y était dite en latin, selon un rite ancien, non reconnu par le Vatican, alors que c'est effectivement reconnu par le Vatican. On essaye quand même très fortement de leur taper dessus, pourtant ils dérangent un peu moins. Alors, que les d'abord, supporters le journaliste de TF1, il ignore probablement les choses, donc il répète ce qu'il voit. La messe tridentine, elle remonte au Concile de Trente, donc ça fait quand même un certain temps, et elle, effectivement, elle n'a pas été remplacée par la messe de Vatican II, elle continue d'exister en parallèle. Mais on ne va pas demander à un journaliste de TF1 de connaître un peu ce type de sujet. Vous n'êtes pas catholique, Jean-Yves, c'est dire, et vous le savez pourtant, quand même, oui. Incroyable. Bon. Mais l'autre affaire qui est aussi intéressante, c'est la déviation, la déviance des services de sécurité, notamment ferroviaires ou de contrôle dans les transports publics, où maintenant les contrôleurs ou les surveillants ont tendance, on va dire, pas tous, mais tendance, à chercher à attraper celui qui pourra payer sans faire de problème et à éviter, et donc à laisser en totale impunité ceux dont on veut penser qu'ils se rebelleront, ou en tout cas refuseront pas de payer. Donc non seulement
on ne fait pas respecter l'ordre à ceux à qui on devrait le faire respecter, mais en plus, on persécute les autres. C'est particulièrement condamnable. Oui, ça s'appelle l'anarcho-tyrannie, c'est-à-dire l'anarchie pour les racailles, la tyrannie pour les braves gens. Et on aimerait bien plus de condamnation pour ces gens qui écoutent du rap sans écouteurs à fond la caisse dans les wagons, mais ça c'est un vaste sujet. En Irlande, les médias en parlent assez peu, mais il y a des manifestations qui sont en train de prendre de l'ampleur contre l'immigration suite à un fait divers terrible. Il y a eu une tentative de viol d'une jeune fille par 2 Roumains. J'ai fait la revue de presse sur les manifestations. Il n'y a que le JDD qui mentionne ce viol par 2 Roumains. Sinon, tout le monde parle d'une tentative de viol. Après tout, c'est pas, voilà, ça a l'air de ne pas être très grave. Et surtout, tout le monde parle de manifestations racistes. Et alors là, Jean-Yves, c'est très intéressant. Alors, en fait, il y a en Angleterre, mais aussi en Irlande, et là, en l'occurrence, en Irlande du Nord, une révolte contre le déferlement migratoire. Et donc, il y a effectivement pour les médias 2 manières de traiter la question. C'est de n'en point parler, parce que ce sont des manifestations assez massives. Et l'autre manière, c'est de les qualifier de racistes. Alors en Irlande du Nord, c'est assez difficile, parce qu'il y a eu des dizaines d'années de guerre civile entre les protestants et les protestants d'origine britannique et les catholiques d'origine irlandaise. La paix est à peu près assurée, et là, ils se heurtent à un problème finalement beaucoup plus grave, qui est l'arrivée de masses venues d'ailleurs, dans un pays qui est assez étroit, finalement. La gauche est passée de « il est interdit d'interdire » à « il faut interdire » et particulièrement les fêtes et les fêtes populaires. On a cet article passionnant de Ouest France et Presse Océan. L'ultra-droite fera-t-elle la fête dans cette commune de Châteaubriand? Et on nous annonce que le printemps de l'Ouest veut organiser une fête. Alors, on comprendra plus tard qu'il s'agit d'une fête de la Saint-Jean. Et le média, dans les premières lignes, annonce ceci. La gauche locale entend bien s'y opposer et veut réveiller la résistance à l'extrême droite. On parle de résistance à l'extrême droite alors qu'il s'agit d'une fête de la Saint-Jean. L'illustration n'est pas inintéressante non plus puisqu'on met la ganache de notre cher Jean-Eudes Gana. Jean-Eudes Gana qui est le fondateur du mouvement Chouan, qui est l'organisateur de ces feux de la Saint-Jean. Ça permet de cibler directement une personne et donc de mettre le sous-titre ultra-droite. C'est assez incroyable. Et Jean-Yves, il y a aussi une affaire que vous souhaitez évoquer, une autre, Murmure de la Cité à Moulins, un spectacle historique qui souhaite s'organiser et qui est lui aussi peu souhaité par la presse et par la gauche. C'est la même manœuvre, c'est-à-dire qu'il y a une alliance entre l'extrême gauche et les médias pour faire pression sur les élus de gauche, comme je ne voudrais pas dire de droite, pour interdire. Alors là, c'est interdire des feux de Saint-Jean. À Moulins, c'est un spectacle historique de type Puy du Fou, un petit Puy du Fou, avec des bénévoles dans l'esprit de ce qu'était la Sénécénie au début du Puy du Fou. Et il y a eu une pression de la gauche et de l'extrême gauche, et à travers Mediapart d'un côté, la presse régionale de l'autre. La presse régionale, c'est très simple. C'est un poison. C'est le fond de cuve des écoles de journalisme, payé par le contribuable pour désinformer la population. Voilà, je résume un peu brièvement. Le relais de la gauche, c'est vraiment très... La presse régionale, il faut la remplacer par des médias alternatifs. Et c'est vraiment donc le relais de la parole de la gauche, puisque vraiment les premières lignes, c'est la gauche locale entend bien s'y opposer, elle cherche à interdire, à briser les élans, même les plus anecdotiques. Avant, on avait les empêcheurs de tourner en rond, maintenant on a les empêcheurs de vivre. Et puis je vous propose d'écouter quelques secondes de la réaction de Jean-Eudes Gana à ces déclarations et ces menaces. Nous avons une source extrêmement fiable qui nous indique que la préfecture souhaiterait faire interdire nos feux de la Saint-Jean ce samedi 14 juin à 14h à Châteaubriand. Il est encore temps de vous inscrire.
et je vous encourage à le faire parce qu'en réalité, il y a très peu de chances que cette interdiction soit maintenue. C'est un événement familial. Les feux de la Saint-Jean relèvent de la liberté de culte. Nous avons un service d'ordre dont nous parlerons à la préfecture. Nous avons un certain nombre de choses qui permettent de penser que cet événement en pleine campagne ne constitue aucun risque. À chaque fois que nous organisons quelque chose, tout se passe bien. Donc nous ne doutons pas que les feux de la Saint-Jean, 14 juin à 14h à Châteaubriand seront maintenus. Nous vous attendons. Encore une fois, il y aura un bagad, il y aura de la petite restauration, des danses traditionnelles, des jeux bretons, pas de quoi fouetter un chat, même si bien sûr je m'exprimerai à cette occasion pour vous présenter un petit peu nos objectifs et le mouvement chouin. À bientôt. Dernière petite pastille d'information, on a une journaliste de France Info qui a été un peu secouée lors du rassemblement pour Gaza, un rassemblement pro-palestinien en soutien à Rima Hassan et Greta Thunberg. Lorsqu'elle était à l'antenne, la journaliste Éléonore Bailly est prise à partie par un manifestant qui crie « France Info facho » ou encore « France Info désinformation ». On ne voit pas très bien sur les images, mais globalement, elle essaye d'éloigner quelqu'un, puis elle est tirée par le bras par une personne qui n'apparaît pas. Et puis, la séquence est coupée. Ce qui est très intéressant, c'est la réaction de la directrice de la chaîne de France Info. Elle dit « Sur le papier, cette manifestation ne représentait pas de risque. Alors, nous n'avions pas prévu de dispositif de sécurité, mais cela va devenir une véritable interrogation, donc pour les manifestations de gauche. Ils ont d'ailleurs produit un communiqué pour soutenir la liberté de la presse dans lequel ils ne mentionnent pas que la journaliste était en train de couvrir une manifestation pro-palestinienne. Jean-Yves, qu'est-ce que ça vous évoque, ces journalistes qui se font secouer maintenant dans les manifestations de gauche? On n'est jamais assez à gauche. On n'est jamais à gauche. C'est le processus. D'ailleurs, il y a une référence à la Révolution française permanente. On est toujours le facho de quelqu'un. Le processus de la Révolution française, jusqu'à son interruption, c'est on coupe toujours la tête de celui qui est un peu moins à gauche. Voilà. Et donc, c'est le processus auquel on assiste. Simplement, aujourd'hui, pour le moment, on coupe la tête de manière virtuelle, mais ils ne sont pas assez à gauche, donc on leur coupe la tête. Et puis ceux qui coupent la tête se feront aussi couper la tête jusqu'à Thermidor, où les coupeurs de tête se font couper la tête. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous le rappelle, si ce n'est pas déjà fait, il est encore temps. Vous pouvez cliquer sur le pouce en l'air. C'est un vrai plus pour le référencement de notre vidéo sur YouTube. Vous pouvez également la partager si vous avez besoin d'éveiller quelques consciences. Et puis, on ne se quitte pas tout de suite. Il y a d'abord le portrait piquant de cette semaine consacré à Léa Salamé. On en parlait en début de cette émission, la journaliste de France 2 qui était en train d'interviewer Emmanuel Macron. D'ici là, eh bien, bon portrait piquant, portez-vous bien et à très vite sur TVL. Journaliste franco-libanaise, Léa Salamé, de son vrai nom Alla Salamé, est une étoile de l'information depuis qu'elle a arbitré les débats entre Éric Zemmour et Nicolas Demenac sur iTélé. Issue de la haute bourgeoisie affairiste libanaise, elle ne cache pas, malgré son image d'objectivité, une idéologie libérale, libertaire, cosmopolite et mondialiste. Née en octobre 1979 à Beyrouth, elle est la fille du franco-libanais Ghassan Salamé, ancien ministre de la Culture, professeur à Sciences Po et soutien de l'Open Society de George Soros. Arrivée à 5 ans en France, elle a été naturalisée en 1988. Très bonnes études à Paris, à Saint-Louis de Gonzague et à l'école alsacienne. New York University, puis Sciences Po, le parcours doré des bons éléments de la bourgeoisie. Elle est lancée en 2004 à la télévision par Jean-Pierre Elkabbach sur LCP Public Sénat. Puis c'est France 24, un petit tour à France 3, iTélé, France 2, l'émission On n'est pas couché, enfin France Inter. Patrick Cohen quittant la matinale de France Inter pour Europe 1, Laurence Bloch impose le duo Demorand-Salamé à la tête de la matinale. Avec Demorand, venu de Libération, la symbiose professionnelle et politique est réussie. Comme elle le déclare au Point avec Nicolas
C'est un mariage vraiment réussi. Nous sommes un couple qui fonctionne bien. Fin de citation. Son compagnon, Raphaël Glucksmann, père de son enfant, est élu tête de liste socialiste en vue des élections européennes de 2019. En mai 2019, elle anime le prix, ouvrez les guillemets, rôle modèle LGBT qui récompense les personnes LGBT+, dont le succès professionnel, le parcours de vie, les valeurs ou le rôle social sont considérés comme un modèle à suivre. Amen. Laissons le mot de la fin à Grégory Rose. Je cite, « Celle qui partage sa vie avec un député progressiste peut-elle vraiment animer un débat politique en toute impartialité sur une chaîne de service public ?» À nos auditeurs de donner leur réponse.